Éric Coquerel. Bonjour. Vous êtes député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Merci d'être notre invité politique en direct. Pour vous interroger, à mes côtés ce matin, Tam Tranui, bonjour, de Bonjour, Public Sénat, spécialiste politique, et Fabrice Vesser-Redon du groupe EBRA, qui représente le Progrès de Lyon ce matin sur ce plateau. Bonjour Cyril. Merci Bonjour. Fabrice Bonjour. d'être là ce matin. Laurent Wauquiez a démissionné à 8,5% des suffrages exprimés pour les européennes. C'était le score des Républicains, son parti. Jean-Luc Mélenchon ne démissionne pas. Lui, il est à 6,3% des suffrages exprimés pour la France Insoumise aux européennes. C'est normal, ça? Bon, on n'est pas tout à fait dans la même situation, si. D'un côté, vous avez M. Wauquiez, qui était d'ailleurs le président de son parti, ce qui n'est pas Jean-Luc Mélenchon, je vous le rappelle. Il est le président du groupe, mais c'est pas ça la différence essentielle. Oui, c'est le leader. C'est que surtout, les Républicains, c'est un courant historique, ancré dans l'histoire de la Ve République, qui a gouverné, qui a présidé le pays, qui est habitué à avoir des scores à deux chiffres, des majorités, et qui subit une dégringolade, notamment depuis la présidentielle. Jean-Luc Mélenchon, nous sommes un mouvement neuf, qu'il a porté pas seul, mais enfin il a largement contribué à porter à la présidentielle à plus de 19%. Il n'était pas, s'est appliqué dans la campagne, et je ne pense pas qu'on subit, j'allais dire, la même chute qui me paraît, à mon avis, quasiment irréversible. Je pense, pour ma part, que nous sommes plutôt dans un creux de la vague, on va dire. Tout de même. Et que celui qui a porté très haut nos couleurs est celui qui, à mon avis, est le plus à même de continuer à les porter pour l'avenir. Libération dit que vous avez été incapable de porter l'espérance d'une société désirable, d'un projet qui soit capable de transformer la colère populaire. Il faut quand même en tirer des enseignements. Attendez, ou pas? Ce que je viens de vous dire, vous avez compris, je refuse de mettre sur le dos de celui qui a eu plus de 19% à la présidentielle les responsabilités de notre échec. Voilà, je pense que c'est une responsabilité collective et qui s'explique aussi par le cadre et la situation. Mais il y a eu échec. Je ne suis pas en train de contourner la question. Je peux vous dire qu'on visait 11%. Donc à partir du moment où on est à 6%, même si par ailleurs on s'en sort mieux que certains autres mouvements qui nous annonçaient qu'ils allaient renaître de leur cendre, etc., et qui sont bien loin derrière, c'est un échec. Donc là, il faut analyser l'échec, mais c'est une autre question. Éric Coquerel, on va continuer à parler ensemble, bien sûr, de la France Insoumise, mais tout d'abord sur le fond, est-ce que vous pensez que cette démission peut permettre au LR, la démission de Laurent Wauquiez, peut permettre au LR de se relever? Écoutez, comme 96% des Français, je n'ai pas voté pour les Républicains, donc je dirais que c'est un peu leur problématique interne. Bon, moi, je crois qu'il y a une recomposition du champ politique qui n'est pas terminée, dont on voit bien que M. Macron rêverait quelque part qu'il s'installe dans une espèce de bipartisme, lui face au Rassemblement national, pour à chaque fois en appeler à la démocratie et espérer battre Mme Le Pen ou le représentant du Rassemblement national au deuxième tour. Et dans ce cadre-là, c'est clair que les Républicains ont été aspirés, j'allais dire, par les deux bouts, c'est-à-dire à la fois par En Marche, c'est-à-dire une vision très libérale de la société, à mon avis la plus libérale et la plus autoritaire de la Ve République, et de l'autre côté, le Rassemblement national, dont on peut dire qu'un des torts de M. Wauquiez a certainement été de chevaucher beaucoup trop ces thèmes, ce qui fait que les gens ont préféré finalement l'original à la copie. Qu'est-ce que vous pensez du retour de Marion Maréchal-Le Pen sur la scène médiatique hier ? Ça fait partie de la recomposition. Voilà, je pense qu'elle rêve maintenant de rassembler derrière elle à la fois le Rassemblement national et ce qu'il reste de la droite républicaine. On verra bien. Pour l'instant, j'ai quand même l'impression que le Rassemblement national lui-même avance tel qu'il le souhaite. Et donc nous, il faut qu'on voit comment maintenant on le bloque. Fabrice Vesser-Redon. Avant même la recomposition, c'est la décomposition qui se poursuit quand on vous écoute. Absolument. Bien. Bon, vous avez du mal à mettre les cas Mélenchon et Wauquiez sur le même. Non, j'ai pas du mal. C'est pas les mêmes cas. C'est pas les mêmes cas. Mais est-ce que, pour reprendre une expression qui est assez chère à votre leader, Jean-Luc Mélenchon, est-ce que c'est pas le dégagisme qui se poursuit? Ah, mais nous sommes dans une période destituante. Ça, c'est clair. On l'a toujours dit, de dégagisme. Et aujourd'hui, force est de constater que le rapport de force en France, mais aussi en Europe, parce que si on était les seuls à avoir vécu ça, on pourrait se dire, on va chercher quelle est la responsabilité d'un tel, d'une telle, c'est la ligne, mais sauf qu'on s'aperçoit que tout notre espace politique, partout en Europe, quelles qu'aient été les tactiques et les stratégies, dans cette élection, j'allais dire, a subi vraiment des revers à peu près partout, et que l'extrême droite aujourd'hui, a un temps d'avance qui s'est encore matérialisé cette fois-ci pour justement aspirer vers elle le ras-le-bol du système libéral. Bon, à mon avis, à défaut, parce que quand on regarde sur les politiques d'austérité, les politiques des salaires, les politiques du temps de travail, etc., on s'aperçoit qu'en réalité, ils ont des solutions qui sont les mêmes que les libéraux. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon est toujours l'homme de la situation? Ah oui. Mais vous savez...
c'est assez amusant parce que de cette vision de Jean-Luc Mélenchon, on a l'impression qu'il est seul et qu'il dirige le bateau France Insoumise. Non, on a l'impression qu'il est autrement. contesté parfois dans ses troupes. Oui, enfin très peu. Très peu contesté. Moi, que je sache, mais j'ai entendu qu'il y avait quelques critiques qui avaient émises, mais j'ai remarqué qu'elles étaient éventuellement sur le fond, la stratégie, ce qu'on voue, mais il n'y a pas eu les montées, et c'est normal, parce que ce n'est pas la même situation que, par exemple, j'ai entendu dans le camp de M. Wauquiez récemment. Donc, moi, je pense que oui. Je pense que pour l'avenir, c'est encore Jean-Luc Mélenchon qui est la bonne personne pour 2 raisons. D'abord parce que, quelque part, c'est lui qui est à même de fédérer, à la fois par son talent de tribun, mais aussi parce que c'est lui le stratège et c'est lui qui, jusqu'à maintenant, a porté au plus haut, j'allais dire, à la fois notre programme et notre stratégie. C'est celui qui est le plus à même de fédérer ce que nous sommes et donc de réoccuper l'espace qui pour l'instant a été abandonné, c'est-à-dire à 6% on ne peut pas s'en satisfaire, mais il existe toujours. Je pense qu'il est largement parti à l'abstention pour les élections à venir. Et il n'est pas seul, Jean-Luc Mélenchon, c'est ça que je voulais vous dire. Et il a fait en sorte de ne pas être seul. Je pense qu'on est le mouvement très certainement aussi jeune qui a porté le plus de porte-parole, femmes et hommes, ces derniers temps. Il y a quand même beaucoup de discorde interne, Éric Coquerel. Tout de même, craignez-vous que le Rassemblement national... Plus sur les réseaux sociaux que dans la réalité, mais allez-y. Et craignez-vous que le Rassemblement national réussisse son OPA vers la France insoumise? Un sondage montre que dans le cas d'un 2e tour Macron-Le Pen, 61% des insoumis voteraient Le Pen. On va au-delà des simples ralliements qu'il y a eu avant les européennes. C'est la petite musique qui a à la fois voulu installer le pouvoir et Mme Le Pen avec le coup monté autour de M. Cotarac pendant les élections. Ça va il y a d'autres sondages qui montrent exactement l'inverse, qui ont été faits pendant la campagne, où on montre que contrairement à ce qu'on dit, notre électorat est un de ceux qui est le moins poreux par rapport au Front National, par rapport par exemple, à celui des Républicains ou même d'autres mouvements. Donc moi, je n'ai pas regardé la fiche méthodique de ce sondage paru dans le JDD ce week-end, mais vous me permettrez de le douter, tout simplement parce que je suis entouré, je vais vous dire, dans ma circonscription, par exemple, c'est un bon exemple, circonscription de Seine-Saint-Denis populaire, là où les bureaux de vote populaires se sont mobilisés, ils ont voté pour nous, d'accord ? Malheureusement, pas assez. Beaucoup se sont abstenus à cette élection. Je les connais, je les côtoie. Et je peux vous assurer que s'il y a bien un électorat qui est l'antithèse de ce que propose le Front National en termes de haine de l'autre, de haine de l'étranger, de focalisation sans arrêt sur l'immigration, au lieu de s'occuper de la question de la finance et des banquiers, c'est bien cet électorat. Donc je n'y crois pas du tout. Autre sujet d'actualité, ce week-end, un 9e Français a été condamné en Irak pour djihadisme, condamné à mort. Est-ce que la France doit intervenir plus fortement pour que la justice se déroule dans de bonnes conditions en Irak et peut-être même éviter la mort à ces personnes ? Pour éviter la mort, oui. Puisque nous n'avons pas la peine de... Heureusement, la peine de mort a été abandonnée en France et je pense que nous devons essayer de faire en sorte que nos ressortissants ne la subissent pas à l'extérieur. Par contre... Doivent-ils pour autant pouvoir rentrer en France ? Sur le principe, je m'explique, sur le principe, je suis pour que nos ressortissants qui ont commis des méfaits, et a priori ceux-là ont commis des méfaits d'ampleur, y compris contre leur propre pays, soient jugés dans le pays où ils ont été arrêtés. Voilà, où ils ont commis ces méfaits. Donc pour moi, Vous avez confiance dans la justice irakienne ? Alors ça, c'est une autre question. Est-ce que la justice irakienne, est-ce que les méthodes de justice irakienne, j'allais dire, sont à peu près respectueuses des droits de la défense ? Votre opinion ? J'ai vu que l'exécutif a confiance. Bon, j'ai vu qu'il y a des associations des droits de l'homme qui posent des questions. J'allais dire que je n'ai pas, moi, plus de données que l'exécutif. Aujourd'hui, je dois l'admettre pour le juger. Par contre, je vois bien que la peine de mort, elle peut être appliquée. Donc, je souhaite vraiment, mais a priori, c'est ce que la France fait, que ces personnes ne soient pas, la sentence ne soit pas exécutée. Éric Coquerel, député de la France Insoumise. Pas de retour en France pour autant ? De retour en France, si c'est le seul moyen d'éviter ça, oui. Mais en l'occurrence, je reviens sur le fait que je ne vois pas au nom de quoi nous n'accepterions pas que des gens qui ont commis des méfaits ne soient pas jugés dans un pays. Il y a là dans le pays où ils l'ont fait. Donc pour moi, c'est ça le principe. Après, il y a des exceptions. Est-ce que l'Irak est une exception ? C'est ça la question qu'il faut se poser. Éric Coquerel, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, est notre invité politique ce matin. En direct, retour à l'actualité française. Moins de 10 000 personnes dans toute la France pour le rassemblement samedi des Gilets jaunes. Alors, c'est vraiment le début de la fin, ça y est ?
Des gilets jaunes, peut-être, j'en sais rien. C'est à eux, c'est eux. Moi, je ne prononce pas. Vous savez, il faut se méfier des annonces comme ça. Il y en a eu pas mal sur le moment des gilets jaunes. Mais là, c'est l'absence de la de colère sociale, mobilisation, de la colère sociale, je ne crois pas. Voilà. Je pense qu'elle reviendra peut-être sous cette forme-là, peut-être sous d'autres formes. De la colère aussi, j'allais dire citoyenne, c'est-à-dire de gens qui en ont assez de ne pas se faire entendre, qui ont l'impression que quoi qu'ils disent, c'est toujours la même politique qui est appliquée. Sous d'autres formes, c'est quoi ? Vous pensez à quoi ? Je ne sais pas. C'est pas. Vous savez, notre peuple a l'habitude de nous étonner, très certainement. Souvent, là, les gilets jaunes en ont surpris plus d'un. Moi, ce que je crois, c'est que il y a vraiment une analyse à faire de ce qui s'est passé. Vous savez, nous, on s'oppose à la question de la violence, non pas pour des questions morales, mais parce que très souvent, c'est ça qui affaiblit un mouvement. Parce que, de manière concrète, entre, par exemple, ce qui s'est passé en Algérie, des manifestations énormes, massives, où les gens venaient en famille, avec des enfants, etc., c'est ça qui est le plus à même d'ébranler un pouvoir, alors qu'à partir du moment où il y a une violence, et le gouvernement a tendu ce piège de la violence, l'a exacerbé, je dirais, y compris par les mots, au bout d'un moment, un mouvement se minorise. Bien. Et je crains que ça soit ce qui est arrivé aux Gilets jaunes. Alors peut-être, j'ai vu que certains leaders appelaient à repartir sur les ronds-points. Peut-être que c'est ça la solution, en effet, de revenir un peu à la source de ce qu'a été ce mouvement. Éric Coquerel, toujours en France, place aux dossiers industriels. Le site de Belfort ne fermera pas, a assuré hier le patron de General Electric, Hugues Bellet. Est-ce que c'est pour vous une nouvelle rassurante ? Alors écoutez, vous attendiez l'inverse ? Moi non. Bon, ils ont fait plein de promesses depuis des mois et des mois. Les 1000 emplois qui devaient être créés, le fait de racheter... j'ai vu dans cette interview, par exemple, il y a un mot extraordinaire, il dit il faut qu'on se tourne vers la transition écologique, qu'on mette les moyens nécessaires. Sauf qu'ils sont en train justement d'annoncer qu'ils vont arrêter de fabriquer des éoliennes marines dans le pays. Voilà. Ce qui fait que 4 des 8 projets aujourd'hui qui sont prévus en tant qu'éoliennes offshore en France sont menacés par ça. Donc je ne crois pas du tout à ce que dit ce directeur général français. D'ailleurs, je pense que ce n'est pas lui qui prend les décisions. Et je m'insurge contre cette catastrophe industrielle, mais ce qui est une catastrophe stratégique. C'est-à-dire qu'on s'est privé d'avoir un opérateur français capable justement d'assurer ce qui nous est indispensable, c'est-à-dire de fabriquer du matériel pour la transition énergétique. C'est, j'allais dire, à la fois pour les salariés et pour les intérêts du pays, c'est une catastrophe. Vous attendez des assurances de Bruno Le Maire qui se rend sur place aujourd'hui ? Écoutez, les assurances de Bruno Le Maire, il nous en a donné je ne sais combien sur Ascoval. J'espère que le dossier ne va pas terminer de la même manière pour les salariés, sur Ford, etc. Et puis à chaque fois, c'est démenti par les faits. Il nous annonce qu'il y a une création d'emplois industriels dans le pays. Tout montre l'inverse, fermeture d'usine par fermeture d'usine, et au pire, les créations, c'est des créations CDD d'emplois précaires. Donc je pense que la solution qui est à venir, déjà, c'est d'éviter les prochaines catastrophes. Donc arrêtons les privatisations, parce que manifestement, des privatisations de secteurs stratégiques, ça se termine toujours mal. Et je pense notamment à la question d'ADP. Mais là, sur cette affaire, au niveau de General Electric, je le dis, je ne parle pas de tout General Electric, je me suis fait reprendre sur les réseaux sociaux, bien évidemment là-dessus, je parle de General Electric branche française. Il faut s'assurer que nous puissions continuer à construire des turbines, des éoliennes marines. Donc il faut nationaliser si ce projet continue de la même manière. C'est un projet de casse industrielle. Sur le volet social, le gouvernement lance aujourd'hui la concertation sur le revenu universel d'activité qui tente à remplacer le RSA, qui fête d'ailleurs ses 10 ans. Là. Vous allez accompagner cette initiative du gouvernement ? Moi, je pense qu'elle est assez mal partie de ce que j'en ai entendu. Parce que le problème aujourd'hui de toutes les allocations, il n'y a pas que le RSA. Si j'ai bien compris, ils veulent unifier les allocations. Le problème des allocations aujourd'hui, il y a 2 problèmes majeurs. Un, c'est leur niveau. Et permettre à ceux qui y ont droit d'y accéder plus facilement. Je vais revenir. Un, c'est leur niveau. C'est-à-dire, nous estimons que c'est anormal que des gens vivent en dessous du seuil de pauvreté. Voilà, ça devrait être le niveau minimum. Deuxièmement, vous l'avez dit, il y a 40% des gens qui ne demandent pas leur allocation pour des raisons très, très, très diverses, y compris, j'allais dire, d'appauvrissement de l'État, des services de l'État, qui fait que il est parfois difficile justement de garantir. Donc, il faut faire ça. Bon, là, ce qu'on va nous proposer, c'est que on va unifier tout ça. Alors, le revenu d'activité, c'est assez intéressant parce que ça veut dire quelque part que cela supposerait quelque chose en échange. Or, je vous fais remarquer que ces mécanismes de solidarité, ce n'est pas des indemnités chômage. C'est ce que la France entend
mettre sur la table pour que, j'allais dire, aucun de nos concitoyens ne vive dans la misère, ce qui est loin d'être le cas. Donc moi, je suis très inquiet de ce qui est droit et devoir, là, qui est impliqué. Parce que j'observe qu'on commence à venir sur ce fait que certaines allocations, aujourd'hui, on les retire en fonction de certaines choses, par exemple, de ce que font vos enfants à l'école, d'assiduité, etc. Il y a des menaces là-dessus. Bon, alors si on les unifie et qu'on les retire d'un coup, je ne fais pas le dessin de ce que ça va provoquer. Moi, je dis une chose, rien en dessous du seuil de pauvreté. Nous sommes pour un plan personnel qui accompagne chaque personne en fonction de ses soucis, de logement, de revenus, de revenus d'activité professionnelle et autres. Donc c'est pas la même chose. Et enfin, nous sommes pour garantir, j'allais dire, des droits universels, le logement, le gaz, l'électricité. C'est comme ça qu'on va combattre la pauvreté. Éric Coquerel, la réforme du règlement de l'Assemblée nationale a donné lieu la semaine dernière à des discussions au moins houleuses. Estimez-vous que la majorité a cherché réellement à museler les oppositions quand on voit qu'eux disent qu'ils ont simplement voulu fluidifier les débats? Ce sont des réformes qui ont d'ailleurs plus ou moins déjà existé au Sénat sans pour autant que l'opposition s'estime muselée. Bien sûr. Bien sûr, et c'est en lien avec la réforme institutionnelle qu'il prépare, qui prévoit toujours moins de pouvoir pour l'Assemblée nationale. On a une majorité qui adore la démocratie représentative, mais qui l'adore à l'Élysée, d'accord, avec une personne qui décide pour tout le monde, et avec une Assemblée nationale qui est une chambre d'enregistrement. Donc toutes ces mesures vont dans ce sens-là. Éric Coquerel, c'est assez grave ce qui se passe en Seine-Saint-Denis, dont vous êtes député. La communauté chinoise, notamment à Aubervilliers, à La Courneuve, s'organise pour faire bloc face à l'insécurité. Elle a des attaques à caractère raciste contre elle en permanence. Elle se sent délaissée par les autorités et elle va organiser des rondes elle-même et de l'autodéfense. Vous êtes député de Seine-Saint-Denis, vous avez quelque chose à dire à cela? C'est évidemment pas la solution. Mais par contre... c'est vrai qu'il y a un problème majeur en Seine-Saint-Denis qui a été révélé par le rapport Cornu-Gentil, transpartisan, qui montre que ce département subit toutes les inégalités et, contrairement à ce qu'on dit, reçoit moins de moyens à population égale, jeunesse de la population, problèmes sociaux, que beaucoup d'autres départements français, notamment Paris. Donc, Mais de l'autodéfense comme cela? Non, ça évidemment. Sinon, on revient à la loi du chacun pour soi. Vous voyez bien qu'il y a un problème. C'est pour ça qu'il faut se donner les moyens d'une police mais vous interpellez les autorités sur ce problème? Oui, je ne connaissais pas. Voilà, j'entends parler, ce n'est pas sur ma circonscription, mais je sais qu'il y a des problèmes à certains moments sur telle ou telle population. Récemment, c'était, rappelez-vous, là, c'est Aubervilliers et La Courneuve. Voilà, c'était les Roms, et qu'il faut assurer évidemment la sécurité de nos concitoyens. Et pour ça, il faut des moyens donnés à l'État, il faut aussi des moyens donnés à l'éducation, il faut aussi des moyens donnés à tous ceux qui aujourd'hui travaillent socialement dans les quartiers, à la santé, et ce département en souffre cruellement. Et ce qui fait qu'au bout d'un moment, les gens se divisent entre eux. Et on divise les pauvres entre les pauvres, on divise entre communautés, ce que fait très bien le Front National. Merci beaucoup. Merci aussi Tam Tramnui, merci Fabrice Vesser-Redon. Merci Éric Coquerel d'avoir été notre invité politique. On passe au débrief de l'actualité.